Les bureaux d'études de Heckler & Koch à Oberndorf, en Allemagne, au début de l'année 1997, dégageaient une atmosphère différente de celle des décennies précédentes. Les bruits étaient restés les mêmes. Le frottement des crayons sur le papier, le clic des calculateurs mécaniques, les conversations feutrées en jargon technique allemand. Mais quelque chose de fondamental avait changé. Sur le bureau d'un ingénieur reposaient deux objets qui résumaient toute la situation. Un pistolet mitrailleur MP5 étincelant, pur produit d'acier usiné et de mécanismes à galets de précision, et un rapport marketing montrant l'érosion des budgets de défense dans les pays de l'OTAN. La juxtaposition était frappante. Ernst Mauck, qui avait passé 20 ans à perfectionner la famille MP5, se tenait devant sa table à dessin face à un problème presque philosophique. La réputation de l'entreprise s'était bâtie sur une ingénierie sans compromis, chaque composant étant usiné avec des tolérances qui laissaient les autres fabricants perplexes. Le système de retardement par galet du MP5 était un chef-d'œuvre de conception mécanique, mais il exigeait un outillage spécialisé, des machinistes hautement qualifiés et des ouvriers d'assemblage maîtrisant l'art subtil de l'ajustement de pièces de précision. Chaque exemplaire demandait des heures de travail, avec un coût de revient proportionnel. La directive de la direction était claire, mais déstabilisante. Concevoir un équipement compact pouvant être fabriqué pour un tiers du coût d'un MP5, tout en conservant la fiabilité légendaire de HNK. Il devait pouvoir utiliser le calibre .45 ACP pour le marché des forces de l'ordre américaines, qui n'avaient jamais pleinement adopté le 9 mm. Il devait être adaptable au 40 SNW et au 9 mm sans nécessité de lignes de production entièrement distinctes. Enfin, il devait être réalisable avec les matériaux et processus modernes qui avaient rendu des entreprises comme Glock si rentables. Mauck observa le MP5 sur son bureau. Un objet si raffiné que chaque exemplaire était presque unique, nécessitant un armurier connaissant sa personnalité propre. Il songea aux services de police américains qui envoyaient des demandes d'achat pour des équipements qu'ils ne pouvaient pas tout à fait s'offrir. Il pensa aux unités d'opération spéciales du monde entier, qui recherchaient la qualité HNK, mais faisaient face à des contraintes budgétaires inconnues de leurs prédécesseurs. La guerre froide était terminée, et avec elle, la certitude que les contrats de défense couleraient à flot indéfiniment. Les premières esquisses ne ressemblaient en rien au MP5. Là où la conception classique présentait une carcasse en acier aux géométries internes complexes, ces dessins montraient quelque chose d'une simplicité presque choquante. Une structure en polymère, une culasse lourde se déplaçant en ligne droite, un canon ne nécessitant pas les mécanismes de verrouillage sophistiqués qui faisaient la renommée du MP5. C'était le principe de la culasse non calée dans sa forme la plus pure, le même système que celui des premiers modèles automatiques de l'histoire, mais habillé de matériaux modernes. Certains ingénieurs trouvèrent cela presque insultant. C'était Heckler & Koch, l'entreprise qui avait révolutionné l'ingénierie par des mécanismes complexes et brillants. On leur demandait maintenant de concevoir un objet qu'un étudiant en mécanique pourrait comprendre en un après-midi. Mais Mauch y voyait autre chose, le défi d'atteindre la fiabilité par la simplicité plutôt que par la complexité, de créer un système fonctionnel, non pas parce que chaque pièce était individuellement parfaite, mais parce que l'ensemble était fondamentalement sain. C'était une autre forme d'excellence technique, celle qu'exigeait la réalité économique de 1997. Si des récits comme celui-ci vous aident à comprendre comment l'ingénierie a discrètement façonné l'histoire, dites-nous dans les commentaires ce qui vous a surpris jusqu'ici, et restez avec nous pour le prochain chapitre. À la fin des années 1990, la pression sur Heckler & Koch n'était pas seulement financière, elle était existentielle. L'entreprise qui avait défini l'ingénierie moderne pour les forces de défense et de sécurité voyait son marché se fragmenter et se réduire simultanément. Les services de police américains réclamaient des calibres .45 ACP que les ingénieurs allemands avaient traditionnellement jugés inefficaces.
Partout dans le monde, des gouvernements soucieux de leurs dépenses découvraient que des modèles à carcasse en polymère venant d'Autriche ou d'Italie offraient des performances adéquates pour un coût nettement inférieur. Même les unités spéciales, habituées à payer le prix fort pour l'excellence HNK, commençaient à se demander si la complexité des mécanismes justifiait une telle dépense. L'équipe de conception d'Ernst Mauch faisait face à un problème insoluble avec la pensée traditionnelle de la maison. Le MP5 avait réussi précisément parce qu'il utilisait la complexité technique au service de la fiabilité. Le système de retardement par galet absorbait le recul d'une manière que la culasse simple ne pouvait égaler, permettant un tir automatique contrôlable même en 9 mm. Mais ce système exigeait une tête de culasse usinée avec précision, une extension de canon avec des rampes de galets respectant des spécifications strictes et une carcasse adaptée à la géométrie des galets entrant et sortant de leur logement. Ce savoir-faire manufacturier était institutionnel, accumulé sur des décennies. On ne pouvait pas simplement l'enseigner à de nouveaux ouvriers ou le transférer vers d'autres sites. Le projet Universal Machine Pistol, rapidement abrégé en UMP dans les documents internes, devait s'affranchir de cette expertise accumulée, ce qui ressemblait à un abandon d'identité. Les paramètres de conception étaient d'une précision inconfortable. L'objet devait fonctionner de manière fiable avec des munitions de .45 ACP, connues pour leurs projectiles lourds et lents, générant une impulsion de recul substantielle. Il devait être assez léger pour un transport prolongé, mais assez lourd pour que le système de culasse simple ne génère pas un recul ressenti excessif. La carcasse en polymère devait être assez rigide pour maintenir la précision, tout en étant assez flexible pour absorber les chocs sans se fissurer. Et surtout, la conception devait être assez simple pour que la fabrication soit largement automatisée, avec un minimum d'ajustements manuels. L'équipe de Mauch prit une décision qui semblait initialement être une régression. Ils utiliseraient la culasse non calée, straight blowback, le principe même utilisé par les pistolets mitrailleurs de la Seconde Guerre mondiale. Mais ils allaient le combiner avec la science moderne des matériaux et une attention particulière à la répartition des masses. La culasse serait lourde, bien plus que celle d'un MP5, fournissant l'inertie nécessaire pour maintenir la chambre fermée lors du pic de pression du tir. Le ressort récupérateur serait calibré avec soin pour absorber l'énergie sans que la culasse ne revienne frapper violemment vers l'avant. La carcasse en polymère contribuerait à la réduction du poids et des coûts tout en offrant la rigidité structurelle nécessaire. Les débats internes furent intenses. Les ingénieurs seniors, qui avaient passé leur carrière à perfectionner les systèmes à galets, soutenaient que la culasse simple était un retour en arrière, sacrifiant le contrôle précis qui faisait la légende de HNK. Mais les plus jeunes ingénieurs répliquaient avec les données du marché. Les services de police n'achetaient plus de MP5 faute de budget, et les données de fiabilité montraient que des mécanismes plus simples signifiaient souvent moins de risques de défaillance en conditions difficiles. Le débat polymère contre acier était tout aussi vif, les traditionalistes insistant sur le fait que les carcasses en acier usinées étaient fondamentales pour l'identité de la marque. Ce qui emporta finalement la décision fut le constat que l'alternative à la simplification n'était pas le maintien du statu quo, mais l'insignifiance. Des entreprises comme IMI, FN ou Beretta gagnaient des parts de marché non pas parce que leurs produits étaient supérieurs dans l'absolu, mais parce qu'ils offraient des performances correctes à des prix acceptables. Heckler & Koch pouvait soit maintenir sa pureté technique et voir son influence décliner, soit adapter sa définition de l'excellence à la viabilité économique. L'UMP représentait ce choix de l'adaptation, même s'il fallait pour cela remettre en question des principes établis depuis des décennies. La logique technique du système de culasse de l'UMP représentait un retour aux principes fondamentaux, dépouillés des raffinements qui avaient défini les travaux précédents de HNK. La base,
Le fonctionnement par culasse non calée repose sur la relation entre la masse de la culasse, la résistance du ressort et la pression dans la chambre au fil du temps. Lorsqu'une cartouche est percutée, les gaz propulsifs se dilatent et poussent dans toutes les directions simultanément. Le projectile accélère vers l'avant à travers le canon, tandis qu'une force égale et opposée pousse vers l'arrière contre la face de la culasse. Dans un système à verrouillage comme le MP5, des éléments mécaniques empêchent la culasse de bouger avant que la pression ne chute. Dans une culasse simple, seule l'inertie de la culasse et la résistance du ressort maintiennent la chambre fermée. Le défi majeur d'ingénierie est le timing. La culasse doit rester immobile assez longtemps pour que le projectile quitte le canon et que la pression retombe à des niveaux sûrs. Mais elle doit commencer son mouvement avant que la pression ne crée des tensions dangereuses pouvant endommager les composants. Ce timing est obtenu par un calcul précis de la masse de la culasse et de la force du ressort. Pour le 45 ACP, qui génère une pression relativement basse par rapport au calibre de fusil, mais délivre une quantité de mouvement importante due à la lourdeur de sa balle, la culasse devait peser environ 540 grammes, soit bien plus que l'ensemble culasse support du MP5. Le ressort récupérateur remplit plusieurs fonctions dans ce système. Lors du tir, il offre une résistance qui aide à maintenir la chambre fermée pendant le pic de pression. À mesure que la culasse recule, le ressort se comprime, absorbant l'énergie cinétique qui serait autrement transmise directement à l'épaule de l'utilisateur. Une fois comprimé au maximum, le ressort restitue cette énergie pour renvoyer la culasse vers l'avant, extrayant une nouvelle cartouche du chargeur pour l'insérer dans la chambre. La raideur du ressort devait être calibrée avec exactitude. Trop faible, et le cycle serait trop rapide, risquant des problèmes d'éjection ou un recul excessif. Trop forte, et le cycle pourrait manquer de fiabilité selon les types de munitions utilisées. La conception du canon contribuait également au timing du système. Contrairement au MP5, l'UMP voyait son canon simplement vissé dans la carcasse en polymère avec une chambre alignée sur le chargeur. La masse du canon et la friction entre la douille et les parois de la chambre lors de l'extraction offraient une résistance supplémentaire au mouvement de la culasse. Les ingénieurs ont calculé ces facteurs minutieusement, comprenant qu'un fini de surface légèrement rugueux dans la chambre, délibéré et non accidentel, créait une friction contrôlée, ralentissant l'extraction juste assez pour garantir la sécurité. La carcasse en polymère introduisait des variables absentes de l'acier. Le polymère fléchit sous la contrainte, ce qui permettait aux parois d'absorber une partie de l'énergie lors du tir. C'était un avantage pour le recul ressenti, car la souplesse du matériau amortissait l'impulsion transmise aux mains. Cependant, cela nécessitait des renforts structurels rigoureux au point de stress. La zone de montage du canon, le canal de circulation de la culasse et le puits de chargeur. Les ingénieurs utilisèrent des inserts en acier à ces jonctions critiques intégrés lors du processus de moulage par injection, créant une structure hybride alliant les avantages du polymère à la solidité de l'acier là où c'était indispensable. L'élégance du système résidait dans sa prévisibilité. Avec le système à galets du MP5, de légères variations de tolérance pouvaient affecter le timing de manière complexe, nécessitant des armuriers experts pour corriger les problèmes. Le système de l'UMP était plus tolérant aux variations de fabrication. Tant que la masse de la culasse et la force du ressort restaient dans les normes, l'équipement fonctionnait de manière fiable. Cette tolérance se traduisait directement par une efficacité de production accrue et une réduction des coûts unitaires. Pensez-vous que ce choix de conception était inévitable ou s'agissait-il d'un pari risqué à l'époque? Partagez votre avis dans les commentaires et transmettez cette histoire à quelqu'un qui aime comprendre comment les choses fonctionnent réellement. Les premiers prototypes de l'UMP apparurent fin 1997, révélant immédiatement l'écart entre les calculs théoriques et la réalité physique. Sur le papier, le système de culasse de 540 grammes aurait dû fonctionner parfaitement avec des munitions de .45 ACP.
Dans la pratique, les premiers essais produisirent un recul ressenti excessif, des problèmes d'extraction avec certaines marques de munitions et d'inquiétantes microfissures dans le polymère autour du support du canon après moins de 1000 cycles. L'équipe d'ingénierie avait conçu un système mécaniquement sain, mais elle avait sous-estimé à quel point le fonctionnement par culasse simple peut être impitoyable quand chaque variable n'est pas parfaitement alignée. Ernst Mauch et son équipe menèrent des tests systématiques pour isoler chaque variable. Ils découvrirent que les munitions commerciales de .45 ACP variaient plus que prévu, tant en charge de poudre qu'en poids de projectile, ce qui rendait les courbes de pression instables. Certains types de munitions généraient des pics de pression brusques fatiguant les composants, tandis que d'autres produisaient des pressions trop faibles pour assurer un cycle complet. La masse de la culasse devait être ajustée, non seulement son poids total, mais aussi sa répartition. Concentrer la masse vers l'avant améliorait le timing, tandis que l'ajouter à l'arrière modifiait la dynamique de compression du ressort. La carcasse en polymère posait ses propres défis. Les premiers modèles utilisaient du nylon chargé de verre pour son rapport résistance-poids, mais des tirs prolongés chauffaient le polymère au-delà de sa température optimale, provoquant des changements dimensionnels affectant le mouvement de la culasse. Les fissures autour du canon indiquaient que le positionnement des inserts en acier n'était pas optimal. La zone de transition entre le polymère et l'acier subissait une concentration de force trop importante. Les ingénieurs redessinèrent la géométrie des inserts, prolongeant le renfort en acier plus loin dans le corps, en polymère, pour une meilleure liaison des matériaux. Le ressort récupérateur connut plusieurs itérations. La raideur initiale était trop faible, provoquant un cycle violent et une usure prématurée. L'augmentation de cette raideur régla le problème, mais créa des défauts d'alimentation. La culasse n'avait plus assez d'énergie pour extraire les cartouches du chargeur de manière fiable. La solution vint d'un système à double ressort. Un ressort principal lourd pour contrôler la vitesse de la culasse, complété par un ressort secondaire plus léger fournissant l'énergie nécessaire au cycle avant, sans augmenter excessivement la résistance à la compression. Les tests s'étendirent au-delà du laboratoire pour inclure des essais sur le terrain avec de réelles unités de police en Allemagne et aux États-Unis. Les retours révélèrent des problèmes insoupçonnés. L'emplacement d'origine du bouton d'éjection du chargeur causait des activations accidentelles lors de manipulations tactiques, le levier d'armement était difficile à manipuler avec des gants, et les organes de visée, bien qu'adéquats pour le stand de tir, étaient lents à aligner sous stress. Ce n'étaient pas des problèmes fondamentaux d'ingénierie, mais cela soulignait comment une conception optimisée pour la production pouvait parfois négliger l'ergonomie de l'utilisateur. La capacité de conversion de calibre nécessita son propre processus de développement. Passer du .45 ACP au .40 SNW ou au 9 mm ne consistait pas seulement à changer le canon et le chargeur. Une culasse adaptée au 45 ACP était trop lourde pour le 9 mm, qui fonctionne à des pressions plus élevées avec des projectiles plus légers. Les ingénieurs mirent au point des ensembles de culasses spécifiques à chaque calibre, tout en conservant des dimensions communes pour la carcasse et les mécanismes de détente. Cela permettait aux utilisateurs de changer de calibre en remplaçant simplement le canon, la culasse et le chargeur, sans nécessité d'outils spéciaux ni d'expertise d'armurier. À la mi-1998, après des milliers de cycles d'essais et de multiples itérations, l'UMP était passé d'un concept prometteur à un système fonctionnellement mature. La carcasse en polymère avait été renforcée, les masses et les ressorts optimisés et l'ergonomie affinée. Le design final conservait les avantages économiques du concept original tout en répondant aux réalités concrètes que seuls les tests réels pouvaient révéler. La révélation qui définit l'importance de l'UMP ne survint pas durant sa conception ou ses tests, mais dans les années suivant son lancement, quand ingénieurs et utilisateurs comprirent la portée réelle du travail de Heckler & Koch. L'UMP n'était pas remarquable par l'introduction d'une technologie innovante. Il s'en était explicitement abstenu.
Il était remarquable parce qu'il prouvait que la sophistication et la simplicité n'étaient pas opposées, mais constituaient des réponses différentes à des contraintes variées. Il fonctionnait sur des principes plus anciens que la plupart de ses concepteurs, et pourtant il réussissait là où les modèles plus complexes de la marque perdaient du terrain. La curiosité finale qui explique le sens de l'UMP se cristallise autour de ce constat. L'équipement utilisait exactement le même principe de fonctionnement que le pistolet mitrailleur Thompson de 1921. Une culasse simple basée sur l'inertie avec une masse lourde et un ressort. Près de 8 décennies séparaient ces deux modèles, et pourtant, mécaniquement, ils étaient cousins. Mais là où la Thompson pesait plus de 4,5 kg et coûtait l'équivalent de plusieurs milliers de dollars actuels à fabriquer, l'UMP pesait à peine plus de 2 kg et pouvait être produit pour une fraction de ce prix. La prouesse technique n'était pas d'inventer un nouveau mécanisme, mais de reconnaître qu'un ancien principe, allié aux matériaux et techniques modernes, pouvait résoudre les problèmes contemporains plus efficacement que des usines à gaz technologique. Ce constat remettait en question l'idée même du progrès technique. Tout au long du XXe siècle, la conception des systèmes s'était orientée vers une complexité croissante. Verrouillage rotatif, emprunt de gaz, systèmes à galets, chaque génération ajoutant une couche de sophistication pour obtenir des gains de performance marginaux. L'UMP représentait une inversion de cette trajectoire, reconnaissant que la complexité offrait des rendements décroissants. Un agent intervenant sur un incident n'avait pas besoin de l'élégance mécanique d'un système à galets. Il avait besoin d'un outil fiable, facile à entretenir avec des outils basiques et dont le coût n'asphyxiait pas le budget de son administration. L'usage du polymère s'inscrivait dans cette philosophie bien au-delà des économies de coûts. Les modèles traditionnels en acier nécessitaient un usinage intensif, coupe, fraisage, meulage, des processus soustractifs longs et coûteux. Les composants en polymère sortaient des moules presque finis. Ce n'était pas seulement un avantage économique, cela changeait fondamentalement la correction des erreurs de conception. Modifier une pièce en acier usiné pouvait exiger de reconfigurer plusieurs machines et de reformer les ouvriers. Modifier une pièce moulée signifiait créer un nouveau moule, coûteux, certes, mais n'affectant pas la fluidité de la production ultérieure. L'adaptabilité des calibres révélait une autre facette de l'intelligence du projet. La famille MP5 comprenait des variantes en 9,8 mm, .40, SNW et 10 mm, mais chacune était essentiellement un modèle distinct, nécessitant des processus de fabrication et des stocks séparés. L'approche modulaire de l'UMP permettait à une agence d'acquérir des modèles en E45 ACP, puis d'en convertir certains en 9 mm si ses besoins ou ses stocks de munitions changeaient, tout en conservant la même formation et les mêmes accessoires. Cette flexibilité avait une valeur concrète que les simples fiches techniques ne capturent pas. C'était une ingénierie tenant compte des réalités organisationnelles plutôt que de s'isoler dans la technique pure. Ce qui rendait la simplicité de l'UMP profonde plutôt que primitive était sa compréhension du contexte. Un système à culasse simple pour un fusil de haute puissance serait impraticable, pression trop forte, recul trop violent. Mais dans un format compact utilisant des munitions de calibre pistolet à basse pression, la culasse simple devenait d'une efficacité élégante. Le projet ne visait pas l'universalité, mais la pertinence pour des applications spécifiques. Cette nuance distinguait l'ingénierie pragmatique de l'ingénierie dogmatique, la sagesse de la simple connaissance technique. L'héritage de l'UMP dépasse les chiffres de vente ou de déploiement pour représenter un changement philosophique dans la définition de l'excellence technique. Lorsque Heckler & Koch présenta le modèle en 1999, les observateurs hésitaient à le classer. Était-ce une innovation ou une régression? De la sophistication ou un compromis? 2 décennies plus tard, la réponse est claire. C'était la maturité. Cette maturité qui reconnaît que tout problème ne nécessite pas un maximum de complexité et que parfois, la solution la plus sophistiquée est celle qui résout le problème le plus directement.
Dans les années qui suivirent, l'industrie a peu à peu intégré ces leçons. D'autres fabricants commencèrent à se demander si leur propre modèle n'avait pas accumulé une complexité inutile, et si des caractéristiques améliorant théoriquement les performances justifiaient réellement leur coût de fabrication et de maintenance. L'UMP n'a pas lancé cette tendance seule. Les modèles en polymère de Glock et d'autres avaient déjà montré que les méthodes traditionnelles n'étaient pas toujours optimales. Mais il a étendu cette philosophie à une catégorie qui avait été dominée par des mécanismes complexes pendant des décennies. L'équipement a trouvé son marché principalement dans les services de police et les rôles de sécurité spécialisés plutôt que dans les applications purement militaires, ce qui est en soi significatif. Les marchés militaires privilégient souvent la performance absolue, quel qu'en soit le prix. Les forces de l'ordre, surtout après la guerre froide avec des budgets plus serrés, avaient besoin d'outils performants à des coûts justifiables. L'UMP a servi ce marché précisément parce qu'il n'a pas cherché à être le meilleur dans l'absolu, mais à être suffisamment bon à un prix soutenable. Cette distinction représente une approche plus honnête de la conception que la poursuite d'une perfection théorique déconnectée des contraintes réelles. L'adaptabilité des calibres s'est avérée particulièrement précieuse sur les marchés internationaux où la disponibilité des munitions varie. Les agences européennes pouvaient standardiser sur le 9 mm tandis que les départements américains utilisaient le .45 ACP, tout en formant leurs agents sur une plateforme identique. Cet avantage de standardisation, bien que non révolutionnaire, était ici mis en œuvre sans nécessité de procédures complexes, rendant l'outil pratique pour des organisations aux infrastructures de soutien technique limitées. Plus révélateur encore, l'UMP a influencé la manière dont Heckler & Koch a abordé ses projets suivants. Les leçons apprises sur la conception orientée vers la productivité sans sacrifier la fiabilité ont nourri des projets allant du fusil HK416 au pistolet VP9. L'entreprise a découvert qu'accepter des contraintes, budgétaires, industrielles ou de marché, ne signifiait pas abandonner ses standards. Cela signifiait diriger l'excellence vers la résolution de problèmes réels, plutôt que vers la sophistication technique pour elle-même. Le système de retardement par galet qui a fait la légende du MP5 n'a pas disparu, mais il n'est plus considéré comme la seule approche valable pour chaque défi. Le sens profond de l'UMP émerge de ce contexte. L'ingénierie existe pour résoudre des problèmes, pas pour faire étalage d'ingéniosité. Le mécanisme le plus brillant est inutile s'il est inabordable, immaintenable ou inadapté à son usage. L'UMP a réussi parce qu'il a su faire correspondre le mécanisme à la mission, le coût à la valeur et la complexité aux besoins réels. Il a prouvé que le rôle de l'ingénieur n'est pas toujours d'inventer l'inouï, mais de reconnaître quand des principes existants, appliqués avec une compréhension et des matériaux modernes, sont plus efficaces qu'une nouveauté complexe. Dans l'histoire de l'ingénierie, l'UMP témoigne que le progrès n'est pas toujours linéaire, que regarder en arrière peut parfois aider à avancer et que la solution la plus intelligente est souvent celle qui s'adresse honnêtement au problème présent plutôt qu'à celui que l'on aimerait résoudre. Heckler & Koch a bâti sa réputation sur une exigence absolue, et l'UMP a démontré que cette excellence inclut de savoir quand la simplicité est supérieure à la sophistication. Si vous appréciez les récits calmes et authentiques sur la manière dont l'ingénierie a façonné le monde, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et dites-nous depuis quel pays vous nous regardez.